lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. lu et signé. Le bain continua sous les yeux du mari, qui n'osait plus se plaindre, bien que ses pieds fussent cuits par les pierres brûlantes. Au bout de la jetée, la mer était d'une transparence admirable. On apercevait nettement le fond à 4 ou 5 mètres, avec son sable fin, ses quelques galets mettant une tache noire ou blanche, ses herbes minces, debout, balançant leurs longs cheveux. Et ce fond limpide amusait beaucoup Estelle. Elle nageait doucement pour ne pas trop agiter la surface, puis, penchée, avec de l'eau jusqu'au nez, elle regardait sous elle se dérouler le sable et les galets dans la mystérieuse et vague profondeur. Les herbes, surtout, lui donnaient un léger frisson lorsqu'elle passait au-dessus d'elle. C'étaient des nappes verdâtres, comme vivantes, remuant des feuilles découpées et pareilles à un fourmillement de pattes de crabe, les unes courtes, ramassées, tapies entre deux roches, les autres dégingandées, allongées et souples ainsi que des serpents. Elle jetait de petits cris, annonçant ses découvertes. « Oh, cette grosse pierre, on dirait qu'elle bouge. Oh, cet arbre, un vrai arbre avec des branches. Oh, ça c'est un poisson, il file raide. » Puis tout d'un coup, elle se récria. « Qu'est-ce que c'est donc ? Un bouquet de mariés ? Comment ? Il y a des bouquets de mariés dans la mer ? Voyez si on ne dirait pas des fleurs blanches. C'est très joli, très joli. » Aussitôt, Hector plongea, et il reparut, tenant une poignée d'herbes blanchâtres qui tombèrent et se fanèrent en sortant de l'eau. « Je vous remercie bien, dit Estelle. Il ne fallait pas vous donner la peine. Tiens, mon ami, garde-moi ça. » Et elle jeta la poignée d'herbes aux pieds de Monsieur Chabre. Pendant un instant encore, la jeune femme et le jeune homme nagèrent. Ils faisaient une écume bouillonnante, avançaient par brassées saccadées, puis, tout d'un coup, leur nage semblait s'endormir. Ils glissaient avec lenteur, en élargissant seulement autour d'eux des cercles qui oscillaient et se mouraient. C'était comme une intimité discrète et sensuelle de se rouler ainsi dans le même flot. Hector, à mesure que l'eau se refermait sur le corps fuyant d'Estelle, cherchait à se glisser dans le sillage qu'elle laissait, à retrouver la place et la tiédeur de ses membres. Autour d'eux, la mer s'était calmée encore, d'un bleu dont la pâleur tournait au rose. « Ma bonne, tu vas prendre froid, murmura M. Chabre, qui suait à grosses gouttes. « Je sors, mon ami, répondit-elle. Elle sortit en effet, remonta vivement à l'aide d'une chaîne le long du talus oblique de la jetée. Hector devait guetter sa sortie, mais quand il leva la tête au bruit de pluie qu'elle faisait, elle était déjà sur la plateforme, enveloppée dans son peignoir. Il eut une figure si surprise et si contrariée qu'elle sourit en grelottant un peu. Et elle grelottait parce qu'elle se savait charmante, agitée ainsi d'un frisson, grande, détachant sa silhouette drapée sur le ciel. Le jeune homme dut prendre congé. « Au plaisir de vous revoir, monsieur, » dit le mari. Et pendant qu'Estelle, en courant sur les dalles de la jetée, suivait au-dessus de l'eau la tête d'Hector qui retraversait la baie, Monsieur Chabre venait derrière elle, gravement, tenant à la main l'herbe marine cueillie par le jeune homme, le bras tendu pour ne pas mouiller sa redingote. Les Chabres avaient loué à Piriac le premier étage d'une grande maison dont les fenêtres donnaient sur la mer. Comme on ne trouvait dans le village que des cabarets borgnes, ils avaient dû prendre une femme du pays qui leur faisait la cuisine. Une étrange cuisine, par exemple, des rôtis réduits en charbon et des sauces de couleur inquiétante devant lesquelles Estelle préférait manger du pain. Mais, comme le disait M. Chabre, on n'était pas venu pour la gourmandise. Lui, d'ailleurs, ne touchait guère aux rôtis ni aux sauces. Il se bourrait de coquillages matin et soir avec une conviction d'homme qui s'administre une médecine. Le pis était qu'il détestait ces bêtes inconnues, aux formes bizarres, élevées dans une cuisine bourgeoise, fade et lavée, ayant un goût d'enfant pour les sucreries. Les coquillages lui emportaient la bouche, salée, poivrée, de saveurs si imprévues et si fortes qu'il ne pouvait dissimuler une grimace en les avalant. Mais il aurait avalé les coquilles s'il l'avait fallu, tant il s'entêtait dans son désir d'être père.
Ma bonne, tu n'en manges pas, criait-il souvent à Estelle. Il exigeait qu'elle en mangeât autant que lui. C'était nécessaire pour le résultat, disait-il. Et des discussions s'engageaient. Estelle prétendait que le docteur Guiraud n'avait pas parlé d'elle, mais lui répondait qu'il était logique de se soumettre l'un et l'autre au traitement. Alors la jeune femme pinçait les lèvres, jetait de clairs regards sur l'obésité blême de son mari. Un irrésistible sourire creusait légèrement la fossette de son menton. Elle n'ajoutait rien, n'aimant à blesser personne. Même, ayant découvert un parc d'huîtres, elle avait fini par en manger une douzaine à chacun de ses repas. Ce n'était point que personnellement elle eût besoin d'huîtres, mais elle les adorait. La vie à Piriac était d'une monotonie ensommeillée. Il y avait seulement 3 familles de baigneurs, un épicier en gros de Nantes, un ancien notaire de Guérande, homme sourd et naïf, un ménage d'Angers qui pêchait toute la journée avec de l'eau jusqu'à la ceinture. Ce petit monde faisait peu de bruit. On se saluait quand on se rencontrait et les relations n'allaient pas plus loin. Sur le quai désert, la grosse émotion était de voir de loin en loin 2 chiens se battre. Estelle, habituée au vacarme de Paris, se serait ennuyée mortellement si Hector n'avait fini par leur rendre visite tous les jours. Il devint le grand ami de M. Chabre, à la suite d'une promenade qu'ils firent ensemble sur la côte. M. Chabre, dans un moment d'expansion, confia au jeune homme le motif de leur voyage, tout en choisissant les termes les plus chastes pour ne pas offenser la pureté de ce grand garçon. Lorsqu'il eut expliqué scientifiquement pourquoi il mangeait tant de coquillages, Hector, stupéfié, oubliant de rougir, le regarda de la tête aux pieds, sans songer à cacher sa surprise qu'un homme pût avoir besoin de se mettre à un tel régime. Cependant, le lendemain, il s'était présenté avec un petit panier plein de clovis que l'ancien marchand de grains avait accepté d'un air de reconnaissance. Et, depuis ce jour, très habile à toutes les pêches, connaissant chaque roche de la baie, il ne venait plus sans apporter des coquillages. Il lui fit manger des moules superbes qu'il allait ramasser à mer basse, des oursins qu'il ouvrait et nettoyait en se piquant les doigts, des arapèdes qu'il détachait des rochers avec la pointe d'un couteau, toutes sortes de bêtes qu'il appelait de noms barbares et auxquels il n'avait jamais goûté lui-même. Monsieur Chabre, enchanté, n'ayant plus à débourser un sou, se confondait en remerciements. Maintenant, Hector trouvait toujours un prétexte pour entrer. Chaque fois qu'il arrivait avec son petit panier et qu'il rencontrait Estelle, il disait la même phrase. « J'apporte des coquillages pour Monsieur Chabre. » Et tous deux souriaient, les yeux rapetissés et luisants. Les coquillages de Monsieur Chabre les amusaient. Dès lors, Estelle trouva Piriac charmant. Chaque jour, après le bain, elle faisait une promenade avec Hector. Son mari les suivait à distance car ses jambes étaient lourdes et ils allaient souvent trop vite pour lui. Hector montrait à la jeune femme les anciennes splendeurs de Piriac, des restes de sculptures, des portes et des fenêtres à rinceaux très délicatement travaillées. Aujourd'hui, la ville de jadis est un village perdu, aux rues barrées de fumier, étranglées entre des masures noires. Mais la solitude y est si douce qu'Estelle enjambait les coulées d'ordures, intéressée par le moindre bout de muraille, jetant des coups d'œil surpris dans les intérieurs des habitants, où tout un bric-à-brac de misère traînait sur la terre battue. Hector l'arrêtait devant les figuiers superbes, aux larges feuilles de cuir velu, dont les jardins sont plantés et qui allongent leurs branches par-dessus les clôtures basses. Ils entraient dans les ruelles les plus étroites, ils se penchaient sur les margelles des puits, au fond desquels ils apercevaient leurs images souriantes dans l'eau claire, blanche comme une glace. Tandis que derrière eux, M. Chabre digérait ses coquillages, abrité sous la percaline verte de son ombrelle qu'il ne quittait jamais. Une des grandes gaietés d'Estelle étaient les oies et les cochons, qui se promenaient en bande librement. Dans les premiers temps, elle avait eu très peur des cochons, dont les allures brusques, les masses de graisse roulant sur des pattes minces, lui donnaient la continuelle inquiétude d'être heurtés et renversés. Ils étaient aussi bien sales, le ventre noir de boue, le groin barbouillé, ronflant à terre. Mais Hector lui avait juré que les cochons étaient les meilleurs enfants du monde. Et maintenant,
elles s'amusaient de leurs courses inquiètes à l'heure de la pâtée, elles s'émerveillaient de leurs robes de soie rose, d'une fraîcheur de robe de bal quand il avait plu. Les oies aussi l'occupaient. Dans un trou à fumier, au bout d'une ruelle, souvent 2 bandes d'oies arrivaient, chacune de son côté. Elles semblaient se saluer d'un claquement de bec, se mêlaient, happaient ensemble des épluchures de légumes. Une, en l'air, au sommet du tas, l'œil rond, le cou raidi comme calé sur ses pattes et gonflant le duvet blanc de sa panse, avait une majesté tranquille de souverain au grand nez jaune, tandis que les autres, le cou plié, cherchaient à terre avec une musique rauque. Puis, brusquement, la grande oie descendait en jetant un cri, et les oies de sa bande la suivaient, tous les coups allongés du même côté, filant en mesure dans un déhanchement d'animaux infirmes. Si un chien passait, les coups se tendaient davantage et sifflaient. Alors la jeune femme battait des mains, suivait le défilé majestueux des 2 sociétés qui rentraient chez elle, en personnes graves, appelées par des affaires importantes. Un des amusements était encore de voir se baigner les cochons et les oies qui descendaient l'après-midi sur la plage, prendre leur bain, comme des hommes. Le premier dimanche, Estelle crut devoir aller à la messe. Elle ne pratiquait pas à Paris, mais à la campagne, la messe était une distraction, une occasion de s'habiller et de voir du monde. D'ailleurs, elle y retrouva Hector lisant dans un énorme paroissien à reliure usée. Par-dessus le livre, il ne cessa de la regarder, les lèvres sérieuses, mais les yeux si luisants qu'on y devinait des sourires. À la sortie, il lui offrit le bras pour traverser le petit cimetière qui entoure l'église. Et l'après-midi, après les vêpres, il y eut un autre spectacle, une procession à un calvaire planté au bout du village. Un paysan marchait le premier, tenant une bannière de soie violette brochée d'or à hampes rouges. Puis, 2 longues files de femmes s'espaçaient largement. Les prêtres venaient au milieu, un curé, un vicaire et le précepteur d'un château voisin, chantant à pleine voix. Enfin, derrière, à la suite d'une bannière blanche portée par une grosse fille au bras hâlé, piétinait la queue des fidèles qui se traînaient avec un fort bruit de sabots, pareil à un troupeau débandé. Quand la procession passa sur le port, les bannières et les coiffes blanches des femmes se détachèrent au loin sur le bleu ardent de la mer. Et ce lent cortège, dans le soleil, prit une grande pureté. Le cimetière attendrissait beaucoup Estelle. Elle n'aimait pas les choses tristes d'habitude. Le jour de son arrivée, elle avait eu un frisson en apercevant toutes ces tombes qui se trouvaient sous sa fenêtre. L'église était sur le port, entourée des croix dont les bras se tendaient vers l'immensité des eaux et du ciel, et les nuits de vent, les souffles du large pleuraient dans cette forêt de planches noires. Mais elle s'était vite habituée à ce deuil, tant le petit cimetière avait une douceur gaie. Les morts semblaient y sourire, au milieu des vivants qui les coudoyaient. Comme le cimetière était clos d'un mur bas, à hauteur d'appui, et qu'il bouchait le passage au centre même de Piriac, les gens ne se gênaient point pour enjamber le mur et suivre les allées, à peine tracées dans les hautes herbes. Les enfants jouaient là, une débandade d'enfants lâchés au travers des dalles de granit. Des chats blottis sous des arbustes bondissaient brusquement, se poursuivaient. Souvent, on y entendait des miaulements de chattes amoureuses, dont on voyait les silhouettes hérissées et les grandes queues balayant l'air. C'était un coin délicieux, envahi par les végétations folles, planté de fenouils gigantesques aux larges ombelles jaunes, d'une odeur si pénétrante qu'après les journées chaudes, des souffles d'anis venus des tombes embaumaient Piriac tout entier. Et la nuit, quel chant tranquille et tendre. La paix du village endormi semblait sortir du cimetière. L'ombre effaçait les croix. Des promeneurs attardés s'asseyaient sur des bancs de granit contre le mur, pendant que la mer, en face, roulait ses vagues, dont la brise apportait la poussière salée. Estelle, un soir qu'elle rentrait au bras d'Hector, eut l'envie de traverser le champ désert. Monsieur Chabre trouva l'idée romanesque et protesta en suivant le quai. Elle dut quitter le bras du jeune homme tant l'allée était étroite. Au milieu des hautes herbes, sa jupe faisait un long bruit. L'odeur des fenouils était si forte que les chattes amoureuses ne se sauvaient point, pâmées sous les verdures. Comme ils entraient dans l'ombre de l'église, elle sentit à sa taille la main d'Hector.
Elle eut peur et jeta un cri. « C'est bête, dit-elle, quand ils sortirent de l'ombre. J'ai cru qu'un revenant m'emportait. » Hector se mit à rire et donna une explication. « Oh, une branche, quelque fenouil qui a fouetté vos jupes. » Ils s'arrêtèrent, regardèrent les croix autour d'eux, ce profond calme de la mort qui les attendrissait. Et sans ajouter un mot, ils s'en allèrent, très troublés. « Tu as eu peur, je t'ai entendu, dit M. Chabre. C'est bien fait. » À la mer haute, par distraction, on allait voir arriver les bateaux de sardines. Lorsqu'une voile se dirigeait vers le port, Hector la signalait au ménage. Mais le mari, dès le 6e bateau, avait déclaré que c'était toujours la même chose. Estelle, au contraire, ne paraissait pas se lasser, trouvait un plaisir de plus en plus vif à se rendre sur la jetée. Il fallait courir souvent. Elle sautait sur les grosses pierres descellées, laissait voler ses jupes qu'elle empoignait d'une main afin de ne pas tomber. Elle étouffait en arrivant, les mains à son corsage, renversée en arrière pour reprendre haleine. Et Hector la trouvait adorable ainsi, décoiffée, l'air hardi, avec son allure garçonnière. Cependant, le bateau était amarré. Les pêcheurs montaient les paniers de sardines qui avaient des reflets d'argent au soleil, des bleus et des roses de saphir et de rubis pâles. Alors, le jeune homme fournissait toujours les mêmes explications. Chaque panier contenait 1000 sardines. Le 1000 valait un prix fixé chaque matin selon l'abondance de la pêche. Les pêcheurs partageaient le produit de la vente après avoir abandonné un tiers pour le propriétaire du bateau. Et il y avait encore la salaison qui se faisait tout de suite, dans des caisses de bois percées de trous pour laisser l'eau de la saumure s'égoutter. Cependant, peu à peu, Estelle et son compagnon négligèrent les sardines. Ils allaient encore les voir, mais ils ne les regardaient plus. Ils partaient en courant, revenaient avec une lenteur lasse, en contemplant silencieusement la mer. « Est-ce que la sardine est belle ?» leur demandait chaque fois M. Chabre au retour. « Oui, très belle, » répondait-il. Enfin, le dimanche soir, on avait à Piriac le spectacle d'un bal en plein air. Les gars et les filles du pays, les mains nouées, tournaient pendant des heures en répétant le même vers sur le même ton sourd et fortement rythmé. Ces grosses voix, ronflant au fond du crépuscule, prenaient à la longue un charme barbare. Estelle, assise sur la plage, ayant à ses pieds Hector, écoutait, se perdait bientôt dans une rêverie. La mer montait, avec un large bruit de caresses. On aurait dit une voix de passion quand la vague battait le sable. Puis, cette voix s'apaisait tout d'un coup et le cri se mourait avec l'eau qui se retirait, dans un murmure plaintif d'amour dompté. La jeune femme rêvait d'être aimée ainsi, par un géant dont elle aurait fait un petit garçon. « Tu dois t'ennuyer à Piriac, ma bonne » demandait parfois M. Chabre à sa femme. Et elle se hâtait de répondre « Mais non, mon ami, je t'assure. » Elle s'amusait dans ce trou perdu. Les oies, les cochons, les sardines prenaient une importance extrême. Le petit cimetière était très gai. Cette vie endormie, cette solitude peuplée seulement de l'épicier de Nantes et du notaire sourd de Guérande, lui semblait plus tumultueuse que l'existence bruyante des plages à la mode. Au bout de 15 jours, M. Chabre, qui s'ennuyait à mourir, voulut rentrer à Paris. L'effet des coquillages, disait-il, devait être produit. Mais elle se récria. « Oh, mon ami, tu n'en as pas mangé assez. Je sais bien, moi, qu'il t'en faut encore. » Un soir, Hector dit au ménage. « Nous aurons demain une grande marée. On pourrait aller pêcher des crevettes. » La proposition parut ravir Estelle. Oui, oui, il fallait aller pêcher des crevettes. Depuis longtemps, elle se promettait cette partie. Monsieur Chabre éleva des objections. D'abord, on ne prenait jamais rien. Ensuite, il était plus simple d'acheter pour une pièce de 20 sous la pêche de quelques femmes du pays sans se mouiller jusqu'aux reins et s'écorcher les pieds. Mais il dut céder devant l'enthousiasme de sa femme. Et les préparatifs furent considérables. Hector s'était chargé de fournir les filets. Monsieur Chabre, malgré sa peur de l'eau froide, avait déclaré qu'il serait de la partie. Et du moment qu'il consentait à pêcher, il entendait pêcher sérieusement. Le matin, il fit graisser une paire de bottes, puis il s'habilla entièrement de toile claire. Mais sa femme ne put obtenir qu'il négligeât son nœud de cravate, dont il étala les bouts comme s'il se rendait à un mariage. Ce nœud
était sa protestation d'homme comme il faut contre le débraillé de l'océan. Quant à Estelle, elle mit simplement son costume de bain par-dessus lequel elle passa une camisole. Hector, lui aussi, était en costume de bain. Tous trois partirent vers 2 heures. Chacun portait son filet sur l'épaule. On avait une demi-lieue à marcher au milieu des sables et des varechs pour se rendre à une roche où Hector disait connaître de véritables bancs de crevettes. Il conduisit le ménage, tranquille, traversant les flaques, allant droit devant lui sans s'inquiéter des hasards du chemin. Estelle le suivait gaillardement, heureuse de la fraîcheur de ces terrains mouillés, dans lesquels ses petits pieds pataugeaient. Monsieur Chabre, qui venait le dernier, ne voyait pas la nécessité de tremper ses bottes avant d'être arrivé sur le lieu de la pêche. Il faisait avec conscience le tour des mares, sautait les ruisseaux que les eaux descendantes se creusaient dans le sable, choisissait les endroits secs, avec cette allure prudente et balancée d'un Parisien qui chercherait la pointe des pavés de la rue Vivienne un jour debout. Il soufflait déjà. Il demandait à chaque instant « C'est donc bien loin, monsieur Hector ? Tenez, pourquoi ne pêchons-nous pas là ? Je vois des crevettes, je vous assure. D'ailleurs, il y en a partout dans la mer, n'est-ce pas ? Et je parie qu'il suffit de pousser son filet. »« Poussez, poussez, monsieur Chabre, » répondait Hector. Et monsieur Chabre, pour respirer, donnait un coup de filet dans une mare grande comme la main. Il ne prenait rien, pas même une herbe, tant le trou d'eau était vide et clair. Alors, il se remettait en marche d'un air digne, les lèvres pincées. Mais, comme il perdait du chemin à vouloir prouver qu'il devait y avoir des crevettes partout, il finissait par se trouver considérablement en arrière. La mer baissait toujours, se reculait à plus d'1 kilomètre des côtes. Le fond de galets et de roches se vidait, étalant à perte de vue un désert mouillé, raboteux, d'une grandeur triste, pareil à un large pays plat qu'un orage aurait dévasté. On ne voyait au loin que la ligne verte de la mer, s'abaissant encore comme si la terre l'avait bu. Tandis que des rochers noirs, en longues bandes étroites, surgissaient, allongeaient lentement des promontoires dans l'eau morte. Estelle, debout, regardait cette immensité nue. « Que c'est grand !» murmura-t-elle. Hector lui désignait du doigt certains rochers, des blocs verdis, formant des parquets usés par la houle. Celui-ci, expliquait-il, ne se découvre que 2 fois chaque mois. On va y chercher des moules. Apercevez-vous là-bas cette tache brune ? Ce sont les vaches rousses, le meilleur endroit pour les homards. On les voit seulement aux 2 grandes marées de l'année. Mais dépêchons-nous, nous allons à ces roches dont la pointe commence à se montrer. Lorsqu'Estelle entra dans la mer, ce fut une joie. Elle levait les pieds très haut, les tapait fortement, en riant du rejaillissement de l'écume. Puis, quand elle eut de l'eau jusqu'aux genoux, il lui fallut lutter contre le flot. Et cela l'égayait de marcher vite, de sentir cette résistance, ce glissement rude et continu qui fouettait ses jambes. « N'ayez pas peur, disait Hector. Vous allez avoir de l'eau jusqu'à la ceinture, mais le fond remonte ensuite. Nous arrivons. » Peu à peu, ils remontèrent en effet. Ils avaient traversé un petit bras de mer et se trouvaient maintenant sur une large plaque de rochers que le flot découvrait. Lorsque la jeune femme se retourna, elle poussa un léger cri tant elle était loin du bord. Piriac, tout là-bas, au ras de la côte, alignait les quelques taches de ses maisons blanches et la tour carrée de son église, garnie de volets verts. Jamais elle n'avait vu une pareille étendue, rayée sous le grand soleil par l'or des sables, la verdure sombre des algues, les tons mouillés et éclatants des roches. C'était comme la fin de la terre, le champ de ruines où le néant commençait. Estelle et Hector s'apprêtaient à donner leur premier coup de filet, quand une voix lamentable se fit entendre. Monsieur Chabre, planté au milieu du petit bras de mer, demandait son chemin. « Par où passe-t-on » criait-il. « Dites, est-ce tout droit ?» L'eau lui montait à la ceinture. Il n'osait hasarder un pas, terrifié par la pensée qu'il pouvait tomber dans un trou et disparaître. « À gauche !» lui cria Hector. Il avança à gauche. Mais comme il enfonçait toujours, il s'arrêta de nouveau, saisi, n'ayant même plus le courage de retourner en arrière. Il se lamentait. « Venez me donner la main, je vous assure qu'il y a des trous, je les sens. »« À droite, monsieur Chabre, à droite !» cria Hector. Et le pauvre homme était si drôle au milieu de l'eau avec son filet sur l'épaule et son beau nœud de cravate
qu'Estelle et Hector ne purent retenir un léger rire. Enfin, il se tira d'affaire. Mais il arriva très ému et il dit d'un air furieux « Je ne sais pas nager, moi !» Ce qui l'inquiétait maintenant, c'était le retour. Quand le jeune homme lui eut expliqué qu'il ne fallait pas se laisser prendre sur le rocher par la marée montante, il redevint anxieux. « Vous me préviendrez, n'est-ce pas ?»« N'ayez pas peur, je réponds de vous. » À suivre. À suivre.